Allez-y. Allô, chers auditeurs, nous voici à nouveau réunis avec le docteur Oudré pour parler du confinement, du déconfinement, du reconfinement, et on ne sait plus quelle autre plaisanterie encore, ou des masques. Il paraît que on est presque en carnaval, mais enfin, bon, il manque plus que l'obligation de porter des plumes. Cher ami, vous avez bien supporté le déconfinement. Moi, oui. N'ayant pas été confiné, je n'ai pas eu de difficulté à me déconfiner, puisque j'ai continué à travailler comme par le passé. C'est mes patients qui se sont confinés. Ils ont disparu pendant 15 jours, 3 semaines, puis après, petit à petit, ils sont réapparus, et puis voilà. Est-ce qu'il y a eu des incidents sur des gens qui avaient besoin d'un traitement régulier, qui n'osaient pas venir? Oui, bien sûr. Mais heureusement, grâce à la téléconsultation, on a pu pallier à beaucoup d'inconvénients, pas tous, mais certains, beaucoup même. Et je pense que je vais continuer à utiliser largement ce système de téléconsultation pour mes patients qui... Faites pas ça, frère. Le bruit de la On entend tout. Vous voulez que je reprenne là où j'en suis? Ouais, on prend, pardon. Je vais continuer à utiliser largement ce système de téléconsultation pour mes patients qui habitent loin. Parce qu'un patient qui habite au fin fond de la Bretagne ou bien du côté de Biarritz ou bien etc., venir me voir une fois, même si ça n'est que tous les 2 ou 3 mois, c'est quand même une tannée et puis ça coûte des sous. Alors qu'avec la téléconsultation, à partir du moment où il n'y a pas d'événement dramatique, donc voilà un des aspects positifs du progrès, qui ne manque pas de nombreux aspects négatifs, comme vous le savez. Alors, vous me demandiez si ça avait eu une incidence sur mes patients chroniques. Sur les miens, pas trop, parce qu'ils m'appellent, enfin, on s'arrange. Mais je sais que des patients chroniques suivis par des confrères ou par des hôpitaux se sont trouvés en rupture de soins, faute d'avoir des contacts, parce que quand vous êtes suivi par un hôpital, c'est très gentil tant que les médecins sont là, que tout fonctionne. Et encore, ça fonctionne comme ça peut. Mais à partir du moment où il y a un problème, tout le monde disparaît. Et ils vont se confiner chez leur grand-mère, ou au bord de la mer, ou à l'île de Ré, ou je ne sais quoi. Et pendant ce temps-là, vous pouvez crever tranquille et téléphoner en entendant un téléphone qui sonne dans le vide, des personnes qui répondent. Voilà. Nous avons eu la chance d'être protégés de ça, pour notre part, qui sommes à Paris. C'est quand même un grand luxe. Ou les gens des villes, ou etc. Comme vous le disiez, on n'était pas... abandonné du Seigneur, oui. Non, mais oui, effectivement. Il y a des déserts médicaux. Pardon. Les déserts médicaux. Alors ces gens-là ont dû c'est encore un autre souffrir. problème, oui. parce que dans les déserts médicaux, ils étaient encore plus désertiques que normalement. Alors c'était le Sahara, oui. Non, mais ça, c'est un problème extrêmement complexe. L'histoire des déserts médicaux, ça vient de loin. C'est-à-dire que s'il y a 30 ans, 40 ans, on avait modifié les études médicales et puis fait en sorte que les honoraires des médecins soient conséquents, normaux, parce que vous pensez bien qu'un médecin à qui on colle 25 €, 25 €, c'est un pourboire, c'est pas un salaire, c'est pas des honoraires. Donc, et sa femme qui le voit s'échiner. Bon, les bonnes femmes, elles en ont marre, elles veulent plus rester à la campagne, elles veulent aller à la ville, puis elles veulent travailler, puis etc. Enfin, on arrive dans un nouveau monde, où les valeurs, les trucs, enfin tout ce qu'on avait comme référence disparaît. Hein. Le médecin notable
avec sa femme, sa grosse voiture, son chien, etc. Tout ça, c'est mort. Voilà. Bon alors, cher docteur, nous sommes ici pour parler en particulier du confinement et des temps en particulier que nous vivons pendant cette crise du coronavirus. Et alors, que pensez-vous des risques de reconfinement ? Alors, il faut d'abord, si vous vous référez à la précédente émission que j'ai eu le plaisir de faire avec vous, vous avez compris que j'étais pas un fanatique du confinement et que ça me paraissait assez stupide. En tout cas, pas vraiment justifié. Bon, à partir du moment où le gouvernement, l'État, a pris la décision de faire ce confinement, il y a 99% de chances pour qu'il y ait un reconfinement, puisqu'on est dans la même logique. Et que, à nouveau, il y a des clusters, et puis des cas qui se baladent, et puis etc. Donc, il est à prévoir qu'il va y avoir un reconfinement. Alors, sera-t-il total ou partiel ? Moi, je pense que le reconfinement total n'est pas au programme, en tout cas maintenant, c'est-à-dire en juillet, août, parce que ça ferait des émeutes, ça ferait mauvais genre, comme vous dites. Par contre, au mois de septembre, dans la deuxième quinzaine de septembre, en octobre, ça serait pas étonnant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que à partir de la fin septembre, début octobre, novembre, décembre, ça va être une horreur sociale. Ça va être une cascade de catastrophes. Les gens vont déposer leur bilan à tour de bras. Le chômage va augmenter en flèche. Monsieur Martinez va faire des grèves, va paralyser tout ça. Ça va être un bordel innommable. Le gouvernement aura comme solution soit de lâcher les CRS, etc., ce qui m'étonnerait. Puis de toute façon, il y en a la moitié qui sont musulmans, donc ils ne taperont pas. Donc, une des solutions vraisemblables du gouvernement, ça sera de remettre le confinement, comme ça calmera tout le monde. Total, cette fois, c'est-à-dire pour maîtriser le tissu social national. À partir de fin septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est gouverné par la peur. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est une des deux raisons. La deuxième raison est une raison d'ordre médical. C'est que vous allez avoir, comme tous les ans, à nouveau une épidémie de grippe qui va arriver aux alentours du 15 octobre, par là. Alors, on va vous raconter des contes de fées qui vont dire que entre la grippe, le Covid, machin, on va tout baptiser Covid et puis ça va être la panique. Bon, voilà, donc deux raisons pour que le reconfinement total ou à très grande échelle soit probable d'ici la fin de l'année, à partir de la fin du mois de septembre. Avant, vous pouvez être peinard, vous vous baladez avec un masque autour de la tête, où vous voulez, et puis ça ira bien comme ça. Alors je me permets de rebondir sur ce que vient de dire le frère Thierry en parlant du gouvernement par la peur. Que pensez-vous des gens qui interprètent toutes ces mesures de confinement, etc., par une certaine ingénierie sociale, une maîtrise psychologique de la population pour éviter une grande crise comme celle des Gilets jaunes ou une révolte? Oui. Il faut distinguer deux niveaux de gens. Un premier niveau qui sont les gens simples, gentils, qui écoutent la radio, qui lisent un peu le journal. Des gens... moi, j'en ai plein dans ma clientèle, des gens comme ça. Et ces gens-là, ils sont convaincus que si le gouvernement l'a dit, c'est que c'est vrai, que s'il faut mettre un masque, il faut mettre un masque. Alors, ils me font très confiance. Mais, donc, je minimise les choses.
je dis il faut le faire bien sûr, mais c'est pas un drame, on va pas tous mourir parce qu'ils sont convaincus. Il y a une psychose. Absolument. Il y a plein de gens qui sont convaincus que c'est épouvantable. Alors, donc, obéissants et scrupuleux. Je pense que ces gens-là, il faut pas les prendre de face en leur disant écoutez, c'est des conneries. Il faut leur dire écoutez, oui, faites attention, prenez. Voilà. Parce que sinon, ça va les déstabiliser encore plus. Ils vont être complètement. J'en connais qui sont vraiment pas bien du tout sur un plan psychiatrique. Angoissés, ils dorment pas, enfin pas suffisamment, ils mangent pas, ils osent pas sortir. Alors confinés, ça n'allait pas. Déconfinés, ça a été encore pire. Ça les a stressés de plus avoir ce masque, et puis d'aller dans la rue et de risquer de toucher des gens. Mais donc, je vous assure que c'est est complètement bouleversé. Voilà, c'est pas tout le monde, mais vous avez bien au moins 20% de la population qui est comme ça. Oui, absolument. Alors, pour revenir à votre question de départ, où vous me demandiez si je pensais qu'il y avait une manipulation d'ordre supérieur, on peut dire gouvernemental si vous voulez, mais c'est même supra-gouvernemental puisque c'est dans le monde entier. Donc une manipulation des masses pour gouverner par la peur. Oui. Alors, je pense que tout ça n'a pas été calculé au départ. Au départ, c'est parti en vrille, plus ou moins, le covirus, le machin, avec les Chinois qui ont menti comme des arracheurs de dents, on racontait n'importe quoi, que les chauves-souris ont baisé avec les pangolins, enfin bon, des histoires à dormir debout. Et donc, c'est parti en vrille comme ça. Et puis, la peur s'est installée. Alors, s'est installée vraisemblablement à l'origine de la Chine, parce que la Chine gouverne par la peur. La Chine est un pays communiste, c'est un pays de voyous, qui ment, qui assassine les gens, qui, regardez le sort qu'ils sont en train d'essayer de faire à Hong Kong, à qui il restait 3 sous de liberté. Et aux chrétiens chinois aussi. Les chrétiens chinois, je ne sais même pas s'il en reste. Oui, mais vous avez complètement raison. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, vraisemblablement, au départ, je pense que les Occidentaux, en tout cas, et les Russes aussi, étaient plus ou moins de bonne foi, enfin bon. Et puis après, au bout de quelque temps, la position, la peur est venue. Et à mon avis, la peur est venue par la Chine. D'accord. Voilà, j'ai répondu à votre question. Alors maintenant, pardon... Qui risque d'importer son modèle. Oui, ça c'est encore autre chose. Économiquement, ça commence. Oui, c'est encore autre chose. Et puis sociologiquement aussi. Mais ce que je veux dire pour finir, que après, aujourd'hui, les gouvernements finalement se disent que c'est pas si mal de faire peur aux gens parce que ça permet de les manipuler, etc. Mais on nous maintient médiatiquement dans un flou artistique. Oui, mais vous regardez BFM TV, vous devenez abruti. À Sainte-Anne, 2 jours plus tard. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et on vous maintient dans un... Alors, si vous regardez ces news, c'est moins pire. Parce que d'abord il y a Zemmour et puis en plus ils ont quand même une analyse un peu plus, alors que BFM ils ont le nez dessus et puis ils radotent sans arrêt les mêmes trucs, 250 morts de plus et puis Trump est un con et puis Poutine c'est un imbécile et puis Macron c'est un génie et puis on ramène la mère Bachelot pour qu'elle dise la mère Bachelot, je ne veux pas qu'on dise du mal de la mère Bachelot. C'est ma copine et c'est une personne, elle s'en est pris plein les museaux avec la grippe H1N1. Ah oui. Ah oui.
Et puis maintenant, on se dit en définitive, elle n'a peut-être pas tort. Alors, elle n'avait pas tort, sûrement, en achetant 1 milliard de masques qui ont été gaspillés par les socialos qui ont distribué ça et qui les ont foutus à la poubelle et ont mis le feu dedans. Mais donc, elle avait probablement pas tort comme ça pour ça. Par contre, là où elle a peut-être eu tort, c'est de faire acheter au moins 1 million de vaccins H1N1 qu'on a refilé après à je ne sais quel... Mais il fallait renflouer M. Mérieux. Oui, c'est possible. Qu'on a refilé à des pays en voie de développement où ils ne savent même pas ce que c'est que la grippe. Enfin bon. Peu importe. Alors, en parlant de toutes ces personnalités liées au ministère de la Santé ou qui ont eu des responsabilités au sommet de l'État sur la politique sanitaire publique, que pensez-vous de tous ces médecins, de vos confrères qui ont porté plainte contre les personnalités, contre eux, il me semble, M. Salomon, M. Véran, oui. Alors, etc. mes confrères qui ont porté plainte contre ces médecins, il faut distinguer, je pense, deux groupes. Un groupe qui est sincère et qui dit que ces médecins, Salomon et compagnie, et Véran et tout ça, et Buzyn, puisqu'ils sont tous médecins. Monsieur Lévy, je crois, le mari de Madame Buzyn. Pardon ? Non, Monsieur Lévy, oui. Qui n'était pas le mari de Madame Buzyn. Lui Oui. aussi a reçu des plaintes, je crois. Oui, non, mais il n'est pas médecin. Lui n'est pas médecin, non. C'est vrai. Donc, je disais qu'il y a une partie des plaignants qui se plaignent au nom de leurs patients parce qu'ils jugent que l'État n'a pas fait son travail. Et ça, alors ça va être discuté et jugé par les tribunaux, mais ça me paraît pas invraisemblable, ça se discute. Il y a une autre partie des plaignants qui se plaignent parce qu'ils sont tellement déçus de ne pas être passés à la télévision qu'ils se plaignent, ils portent plainte contre ceux qui y sont passés. Vous comprenez? Puis si par hasard on pouvait avoir une Légion d'honneur en plus, alors là, ça serait super. Voilà. Donc, bon, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Oui, comme souvent. Comme souvent. D'accord. Et je me permets de revenir juste une petite seconde sur la question précédente concernant une hypothétique ingénierie sociale et une gestion par la peur, etc. Vous disiez qu'il y avait deux types de personnes, des personnes gentilles, obéissantes, craintives, et la seconde catégorie de personnes. Ah, la seconde catégorie, c'est des rebelles. Mais alors, les rebelles, ça se divise en 2 ou 3 parties. Oui. Vous avez des rebelles abrutis qui sont rebelles systématiques, parce que de toute façon, ils ne comprennent rien. Ils comprennent souvent même pas le français. Des espèces de punk à chiens. Pardon ? Des espèces de punk à chiens, toujours contre le système. Voilà, oui, enfin, c'est pas à ça que je pensais. D'accord. Tout à fait. Je pensais à des gens qui sont des halogènes, disons. Ah oui. Voilà. Oui, et qui sont rebelles parce que ils veulent être comme au bled, avec une gandoura et un machin sur la tête, et puis voilà. Et c'est eux, par exemple, qui ont fait la peau du chauffeur de bus qui voulait leur faire porter un masque, etc. Bon. Alors, donc, ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a une partie de gens comme vous, peut-être, comme le frère, comme d'autres gens, qui sont cérébralement développés et qui se disent, bon, finalement, c'est une connerie, ça sert à rien, donc, bon, cause toujours, et puis je fais ce que je veux. Bon, ça, c'est la seconde partie. Et puis, vous avez une troisième partie qui est des opposants systématiques, donc les anards à chiens, voilà. Je crois que vous avez appelé ça comme ça, et qui de toute façon sont pour Notre-Dame-des-Landes, pour le Larzac, pour machin, enfin ils sont contre tout le temps. S'ils attrapent le coronavirus, on verra bien, c'est pas bien grave. Voilà. Leur disparition. Non, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Que pensez-vous des projets de vaccins ? Ah là là. Vaste sujet. Vaste sujet.
J'ai préparé pour une autre émission, pour une autre chaîne, un truc sur les vaccins, donc je sais à peu près de quoi je parle. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la politique vaccinale en général, sans parler spécialement d'un vaccin anti-corona. En Europe, il y a 13 pays qui ont choisi de rendre au moins un vaccin obligatoire pour les nourrissons. Les autres ont choisi de laisser libres les gens, en les conseillant, de se faire vacciner ou pas. Bon, alors il y a des listes, je ne veux pas vous énumérer les pays, c'est pas la peine. Bon, alors, qu'est-ce que moi je pense ? Vous savez que moi j'ai été médecin de campagne. D'abord, vous savez que je suis spécialiste de médecine générale, mais je suis aussi psychiatre et puis je suis aussi otorino. Bon. Donc, je pense avoir une certaine compétence. Et puis, j'ai passé ma thèse de médecine en 1967. Donc, ça fait une paye. Donc, et j'ai commencé à faire des remplacements en 62 ou 63. Donc, je sais de quoi je parle. Pendant de nombreuses années, j'ai administré des vaccins aux petits-enfants, sans état d'âme. Mais c'était quoi ? C'était le BCG, contre la tuberculose, le DT-coque ou tétracoque, c'est diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Voilà, point barre. Et ben, quand j'avais fait ça, j'avais la conscience tranquille, et puis les mamans aussi, et puis le bébé, et puis tout ça. Bon. Aujourd'hui, on veut vous vacciner contre la rubéole. On veut vous vacciner contre le cancer du col de l'utérus, contre la grippe, bien sûr, contre les oreillons, et puis pourquoi pas aussi contre les accidents de voiture, et puis les ébouillantements. Vous comprenez ? On se fout de la gueule du monde, encore une fois. Là, on a mis, je crois, 13 vaccins obligatoires. Alors... vous allez voir la perfidie de la chose. Obligatoire. Bon, si vous, madame, vous décidez de ne pas faire vacciner vos enfants, bon, ben, vous ne les faites pas vacciner, ou vous venez voir un médecin sympa qui vous dit, bon, écoutez, faites quand même celui-là, et puis on fait un certificat pour le reste. Bon, ah oui. Mais le jour où vous allez vouloir inscrire votre gamin à la crèche, ou à l'école, ou je ne sais pas où, eh bien, on vous dira, écoutez, désolé, mais vous n'êtes pas vacciné, on ne peut pas vous prendre, vous ne pouvez pas faire vos études supérieures, donc il faut vous faire vacciner. Bon, alors, pourquoi ? C'est indéniable que les vaccins sont utiles. Protègent. Mais protègent contre quoi ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous vous faites protéger contre la tuberculose, ben vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui, au cours des 300 ou 400 dernières années, sont mortes en France, pour parler que de la France, de la tuberculose. Bon. Donc c'est le BCG. Mais évidemment, on l'a supprimé, le BCG. C'est plus obligatoire. Parce que ça ne coûte pas assez cher et ça ne rapporte rien. Si on vous vaccine contre la poliomyélite, je suppose que vous n'avez pas envie de vous balader toute votre vie avec des béquilles ou dans une chaise roulante, donc la polio, c'est quand même très utile. Le tétanos, si vous vous piquez en taillant vos rosiers et qu'il y a eu du fumier de cheval, vous risquez d'attraper le tétanos. Et si vous avez le tétanos, je peux vous dire que vous êtes mal barré. Bon, la coqueluche, quand on a la coqueluche, c'est pas drôle du tout. Et à part
prendre un avion et aller monter en altitude pour faire passer, ça c'est efficace. Tout le reste, vaut mieux être vacciné. Voilà. Alors, ça sont des vaccins utiles. La rougeole aussi. Maintenant, le restant, la rubéole, laissez-moi rire. Et puis alors, les hépatites, les machins, tout ça, ça a tellement d'effets néfastes, ou d'effets secondaires, ou de risques, que je suis pas sûr qu'il vaut pas mieux avoir une hépatite A. Maintenant, quant à l'hépatite B, c'est autre chose. Quant à l'hépatite C, ma foi, souvent on l'attrape en allant faire l'amour dans des endroits où il vaudrait mieux pas aller. Je sais pas. Tout ça se discute. Mais de là à le faire obligatoire, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est pas l'influence des laboratoires pharmaceutiques? Est-ce qu'il n'y a pas derrière aussi des conflits d'intérêts? Alors, conflits, je ne sais pas si on peut appeler ça des conflits, mais des intérêts, certainement. Alors, il y a un groupe de laboratoires qui fabriquent. Alors, j'ai pas... J'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus. Mais enfin, peu importe, vous, de toute façon, vous me faites confiance. Qui fabrique des vaccins, et c'est très puissant. Alors, attendez, on va prendre les choses d'un petit peu plus loin. Les médicaments, on plafonne un peu sur les médicaments. On a inventé des tas de choses. On voit plus trop ou difficilement ce qu'on pourrait inventer de nouveau, pourquoi faire. Donc, puisque l'industrie pharmaceutique bafouille un peu, certains, dont Bill Gates, dont Soros, dont Rothschild et d'autres, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne m'en souviens plus, mais qui ont qui sont des actionnaires extrêmement importants de sociétés qui fabriquent des médicaments et des vaccins, ont donc dit, puisque le côté médicament, c'est pas terrible, on va s'orienter vers la fabrication de vaccins. Fabrication de vaccins, d'ici qu'on ait vacciné le monde entier, je ne sais pas combien il y a de milliards d'individus, une fois, 2 fois, les rappels, les machins, tous les 5 ans, etc. Ça fait une rente pour un bon moment. Voilà, donc je pense que sous couvert de bons sentiments, de sentiments religieux, d'ONG, de trucs de bonnes sœurs, de pères blancs, et etc., etc. On essaye, de gré ou de force, je dis bien de gré ou de force, de vacciner des foules de Noirs, de Chinois, enfin de jaunes, de Sud-Américains, de machin, qui en demandent pas tant, mais les gouvernements locaux étant intéressés par les marchands de vaccins, et puis, et d'autre part, parce que tout n'est pas bassement matériel non plus. D'accord. Et si vous voulez, on raconte aux gens des histoires.
Si vous ne faites pas vacciner vos enfants, c'est comme si vous les assassiniez. Oui, des mauvais parents. Si vous avez, si vous avez négligents. 4 enfants que Oui. vous ne vaccinez pas, s'il en meurt 2, eh bien ces 2-là, vous les aurez tués. Ah oui, c'est de votre Donc faute, oui. c'est de votre. Ah oui, non, mais on attaque directement les gens. Alors, évidemment, dans des conditions pareilles. Mais d'un autre côté, l'avortement, c'est merveilleux. On a quand même Non, mais dans les mêmes pays, on ne pratique pas forcément l'avortement. Mais c'est un moyen aussi de réduire la natalité. Ça a été pratiqué en Amérique latine. Oui, ça a été À l'insu des pratiqué. populations. Ça a été pratiqué aussi en Inde. Mais à l'insu des gens. Oui, où on offrait aux bonnes femmes un poste de radio si elles se faisaient ligaturer les trompes. Et en Chine aussi, je ne sais plus ce qu'on faisait. Et en Israël aussi, envers les populations noires juives. Ah vous oui, savez, les falachas. les falachas, Les oui, falachas, ah bah, oui, bien oui. sûr, les falachas. On leur a dit oui, c'est des médicaments pour que vous soyez en bonne C'est ça. santé chez nous, etc. Bah, paf. Bon, enfin voilà. Oui. Ai-je répondu à votre question? Je n'en suis pas sûr. Alors, Attendez, tout à je vais fait. essayer de faire un résumé. C'est quoi mon résumé? C'est que dans les vaccins, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont réellement utiles, voire même 1 ou 2 qui sont indispensables, au moins dans certains pays. Le reste, c'est au choix, c'est bon. Si les gens sont anxieux, machin, bon. Alors maintenant pour le Covid. Alors pour le Covid, c'est une vaste fumisterie. Voilà. On va faire un vaccin, enfin on va, c'est pas sûr, on essaye, on n'y arrive pas, mais enfin peut-être qu'on va finir quand même. Faire un vaccin sur le Covid de cette année, le Covid-19. Oui. Seulement, l'année prochaine, s'il y a un nouveau Covid qui arrive, ça ne sera pas le même. Et Donc, votre vaccin, vous pourrez en faire ce que vous voulez, je vous laisse imaginer, mais il servira à rien. Donc, il va en refaire un, et etc., Et tout ça, etc. est-ce que c'est encore des deniers publics? Tout ça, c'est toujours... Oui, enfin, en tout cas, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est une connerie, et puis ça sert à alimenter les conversations de comptoir, et puis les conversations du dimanche midi à table, en famille. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire vacciner. Et les laboratoires qui vont prendre du pognon avec ça. Mais c'est comme le vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe, on vous vaccine contre la grippe de l'année dernière. Oui. Or, c'est la grippe de cette année qui est intéressante. Alors, je sais bien qu'il y a une espèce d'immunité de groupe qui fait que tous les virus de la grippe ont des parties communes. Donc, le vaccin peut protéger sur n'importe quelle grippe. Peut-être que sur le Covid, mais enfin bon, moi je pense que tout ça, c'est des foutaises. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut qualifier, à part les 3 ou 4 vaccins que vous avez jugés utiles, voire indispensables, est-ce qu'on peut juger le fait de rendre le restant obligatoire pour les nourrissons? Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être une dérive totalitaire? Oui, bien sûr. C'est une dérive. On est d'accord, oui. Moitié totalitaire et moitié de conneries. C'est-à-dire des gens... Ah oui, mais la perte de chance, ah mais si on les vaccine pas, ces pauvres enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc ça, c'est des sentiments de la part chrétiens. De nos gouvernants, j'ai du mal à croire... J'ai du mal à croire à la connerie, oui. Ils utilisent la connerie un peu sentimentale, affective de la population. Ça, c'est de la manipulation. Et des mères, surtout des mères. Oui, des mamans. Des mamans. Puis aussi des maires qui viennent d'être élus, parce que si on ne fait pas de vaccination dans leur commune, etc., enfin tout ça. Des histoires. Voilà. Vous n'avez rien d'autre à ajouter sur le vaccin qu'on prépare? Parce qu'il y a eu des mises en garde. Oui, alors on raconte, mais je n'en ai pas de preuves. Alors, puisque vous me poussez dans mes retranchements, je vais dire quelque chose. Je vais faire allusion au canal Burke,
qui avait fait une mise en garde invitant les chrétiens à refuser... Je ne sais pas ce que c'est que le Burke. Cardinal. Oui, le cardinal. Ah oui, on a le compris cardinal Oui, Burke. oui. Burke, je trouve que pour un cardinal, c'est pas un bien joli nom. Et alors, je vais vous dire ce que je sais. Je sais qu'il est fortement question de mettre, avec ce vaccin, avec la partie vaccinale, Oui, un truc qui soit un marqueur, c'est ça. qui, alors on injecte le tout, le vaccin il passe, mais le marqueur lui il reste. Et ça permet après de... Comme on marque les vaches dans les champs, C'est ça, on sait où elles sont. de suivre une population. De suivre une population. Oui. Vous aurez votre GPS dans la peau et on pourra savoir où vous êtes, ce que vous faites. Enfin, ce que vous faites, pas trop, mais enfin où vous êtes en tout cas, oui. Et bon. Alors, ça, c'est... ça a été prophétisé, vous vous souvenez, dans le livre de Wells, je crois, qui s'appelait... 1984. voilà, Ah, merci. Well, oui. Well, c'est ça. Et puis aussi... George enfin, Orwell. Oui. George Orwell, c'est ça, exactement. Merci de m'aider. Donc tout ça a été prophétisé et petit à petit c'est en train de se réaliser. Alors maintenant, que voulez-vous que je vous dise là-dessus ? Évidemment, c'est monstrueux, mais Vous êtes assez pessimiste ? oh, très. Très. Je pense que les carottes sont cuites sur tous les plans. Il va rester des clusters de résistance, des poignées de gens qui... bon, et puis, ma foi, quand on sera mort, le champ restera libre au progrès. Groupons-nous et demain, l'international sauvera le genre humain. Bon, tout ça, c'est... Mais... au cours des temps, il y a eu toujours des enchaînements de civilisations. Les gens ont toujours été aussi cons, À la du fin, temps des oui. Romains que maintenant. C'est un cycle, bon. Mais ça n'avait pas une importance terrible, puisque à chaque fois on recommençait. Alors que là, ça commence à se gâter sérieusement du fait de la technologie. Absolument. Parce que si on vous injecte un truc qui fait que vous allez être marqué, et puis pourquoi pas vos enfants, et puis... Il y a déjà après- des puces en Suède. Ils se mettent déjà des puces En en Suède Suède sous la peau. Oui, pour acheter, pour dans les entreprises. Ah, c'est super sympa. En Espagne aussi. En Espagne aussi. En Espagne Ouais. Oui. Donc Mon là, en fait, Dieu. on frise le transhumanisme quelque part. Oui, on arrive à un basculement anthropologique Ben oui, mais... qui est grave. Qui est grave. Et malheureusement, on voit peu de forces de résistance. On voit que le François s'est complètement compromis avec l'ordre mondial. Sa radio rappelle tous les jours les consignes de l'UNESCO, de n'écouter que les radios officielles. Ah oui. Alors, donc nous sommes des horribles. On n'est pas encore excommuniés Oui. parce que je pense plus qu'ils croient à l'excommunication, mais ça revient au même. L'UNESCO, l'OMS, tout ça est infiltré, manipulé par des pouvoirs, Les forces occultes. des forces, oui, occultes, un petit peu occultes. Mais Le aussi fondateur de qu'on connaît, il y a l'UNESCO, beau- le fondateur, le maître à penser, c'est Comenius, hein, Oui. qui était un évêque morave, grand initié devant l'Éternel, et voilà. Oui. Oui, je vous dis pas le contraire, mais enfin bon, moi je peux vous dire que l'OMS est manipulée maintenant par la Chine, qui a petit à petit infiltré tous les rouages, puisque la directrice de l'OMS pendant plus de 10 ans, ça a été une Chinoise. Donc je peux vous dire qu'elle a eu tout son temps pour installer tout ce qu'elle a voulu là-dedans. Bon. Et alors, on peut penser ce qu'on veut de Trump, mais Trump, il a quand même les yeux en face des trous. Il a dit, moi, l'OMS, plus un sou. L'ONU, plus un sou. Voilà, qui se démerde avec les Chinois, moi, je donne plus rien. Il n'est pas irréprochable, mais c'est vrai qu'un dirigeant comme ça en France, de temps en temps, on en rêve quand même. Oh.
Général, où es-tu? Oh. Bon, merci, cher docteur, de nous avoir donné vos lumières, vos avis, vos instincts, sans trop de censure, ce qui fait du bien en ce moment. Bah, Parce que tout est tellement aseptisé et plastiqueux et oui, politiquement correct. Nous sommes des Gaulois réfractaires. Bah oui. Nous sommes des Gaulois réfractaires. Bah, ça fait du bien. Exactement, oui. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli et puis de me laisser exprimer ce que je pense, mais ce que je pense n'a pas grand intérêt, bien entendu, puisque je suis rien du tout. Mais ce que je pense, beaucoup de gens le pensent. Et mais personne ne se rencontre. Ben voilà. Les gens en parlent dans les cercles familiaux, amicaux. Et je crois que d'entendre une voix qui sort d'un poste de radio ou d'un poste de télé et qui dit ce qu'on pense, Oui. Ça réconforte. On se dit, tiens, je ne suis pas tout seul, et puis, etc. Ben, vous avez raison. Voilà, on défend la libre expression ici. Oui. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci.